En mars 2020, on a envoyé Persévérance sur Mars. On peut clairement dire que ça fait partie avec le JEST et le programme Artemis des plus grosses missions spatiales de cette décennie. Il s'avère que le rover porte bien son nom, il persévère bien. Déjà qu'on a eu droit à Ingenuity en avril 2021, soit littéralement le tout premier engin volant sur une autre planète que la Terre, rien que ça. Mais là, il y a quelques jours, il y a la NASA qui fait une annonce tranquille que des biosignatures convaincantes ont été trouvées grâce à Persévérance dans un ancien cours d'eau martien. Bon, j'ai fait une vidéo sur KD18B en juin dernier, donc vous savez que quand on annonce des biosignatures par-ci par-là, je suis très méfiante et évite de surréagir juste pour du clic. Donc on va voir de quoi il en est. Persévérance fait sa mission dans le cratère de Jezero, situé entre la région de Syrtis Major Planum, les failles de Nili Fossé et le bassin de Isidis Planitia. Cet emplacement a été stratégique dans la recherche d'exovies, car en effet il s'est avéré que ce cratère a abrité il y a des milliards d'années un lac, quand Mars ressemblait encore à ça, de par la composition géologique de deltas argileux indiquant une ancienne présence abondante d'eau liquide. C'est dans le lit d'un bassin fluvial de Neretva Vallis, situé dans ces deltas, s'étant autrefois jeté dans le lac de Jezero, que le rover s'est aventuré en juillet 2024 et a prélevé un échantillon appelé Saphir Canyon sur des roches, elles nommées chutes de Cheyava. Grâce aux instruments scientifiques de Persévérance, ces roches sont majoritairement composées de limon et d'argile, ce qui est de très bons conservateurs de biosignatures, ainsi qu'une présence importante en carbone, en soufre, en phosphore et en oxyde de fer, qui ensemble auraient pu constituer une source d'énergie pour un métabolisme microbien. Sur ces roches, on peut y constater des taches qui sont justement ces fameuses biosignatures dont on parle. En effet, on y a découvert qu'elles étaient composées de signatures chimiques de vivianite ainsi que de greigite. Pour la vivianite, celle-ci est grandement retrouvée sur Terre dans des sédiments autour de matières organiques décomposées, tandis que la greigite est produite par certaines bactéries. L'idée d'une formation abiotique de ces signatures chimiques fut émise, bien que les roches dans lesquelles l'échantillon a été pris ne possèdent aucun signe d'exposition à la chaleur ou à un milieu acide, bien qu'on ne sait pas si ces composés organiques auraient pu catalyser sous une basse température, c'est-à-dire permettre des réactions chimiques. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cet échantillon a été pris dans des roches sédimentaires bien plus récentes que celles précédemment étudiées par le rover. En effet, on supposait grandement que les traces de vie martienne seraient bien plus favorables de s'y trouver dans des roches anciennes. Ces découvertes pourraient donc montrer que Mars aurait été habitable bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Afin d'évaluer la plausibilité de traces de vie, la communauté scientifique utilise notamment l'échelle COLD, Confidence on Life Detection Scale, ou échelle de confidence en la détection de la vie, afin d'évaluer les données. La première barre étant la détection d'un signal dont on sait qu'il peut être d'origine biotique, ça c'est bien le cas. La seconde barre étant l'élimination de la contamination. Bon, l'échantillon a littéralement été prélevé sur place, donc on peut tout de suite cocher la case. La troisième barre est le fait de s'assurer que la biologie est possible. On sait que Mars a possédé un environnement avec présence d'eau et de manière chimique utilisable par de potentiels organismes, donc on peut assurer cette case aussi. La quatrième barre est le fait d'éliminer les causes non biologiques. Comme je l'ai dit, on n'est pas sûr de la catalysation réelle possible de ces composés organiques sur Mars, donc c'est là que ça se réduit. La cinquième barre, c'est trouver un signal indépendant supplémentaire qui permet de prouver une présence de vie. Là, on n'y est pas encore, Persévérance y travaille. La sixième barre consiste à éliminer toute autre hypothèse à celle précédemment exposée. Et enfin, la septième barre représente une confirmation indépendante aux indices précédents, qui prouvent définitivement que de la vie a été présente ici. Pour reprendre un peu l'historique, ce genre d'annonce, ça date pas d'hier. À vrai dire, depuis la guerre des mondes, les gens sont devenus obsédés par la vie martienne. Faisant qu'en 1984 a été découvert en Antarctique ALH 84001, durant le programme de recherche de météorites ANSMET.
La particularité de cette météorite, c'est qu'il s'agit d'une météorite martienne, donc provenant de roches issues de Mars qui ont été expulsées dans l'espace lors d'un impact ayant eu lieu, selon la NASA, d'il y a 15 millions d'années, pour finalement atteindre la Terre il y a environ 13 000 ans. C'est en 1996 qu'à l'aide d'un microscope électronique que cette image a été prise. Et je pense que tout comme moi, il y a un truc qui doit vous attirer l'attention dessus, c'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça? Sur le moment, énorme coup de buzz médiatique. Ça annonce que des fossiles de bactéries martiennes ont été trouvés, preuve ultime de la vie extraterrestre. Sauf qu'il y a un problème là-dedans, c'est que la taille de ce machin fait entre 20 et 100 nanomètres, ce qui est bien plus petit que la taille habituelle de 1 à 3 micromètres pour ce genre d'organisme. Donc déjà là, ça s'annonce mal. Mais David McKay, l'auteur principal de l'étude qui a annoncé que c'était des fossiles de bactéries martiennes, a soulevé le point que les structures qu'on le voit ici ne ressemblent en rien à ce qu'on retrouve sur d'autres météorites, et que ceux-ci semblent s'être développés dans les compositions martiennes. Ce qui exclut l'hypothèse d'une contamination terrestre, et il s'avère qu'il avait raison, mais pas dans son sens. En effet, une étude réalisée en janvier 2022 a définitivement clos le débat en découvrant qu'il s'avère en vérité d'une réaction abiotique, soit des réactions de serpentinisation et de carbonatation qui se sont produites lors de l'altération aqueuse de la roche basaltique dans des fluides hydrothermaux. Vous avez rien compris? C'est normal. Bon, pour expliquer plus clairement, ce que vous voyez là, c'est juste du basalte qui, sous des conditions d'exposition à l'eau et au carbone, s'est retrouvé à avoir cette forme ressemblant à une bactérie. Comme on le constate, les affirmations faites ici par la NASA sur Perseverance sont déjà bien plus convaincantes que le coup de l'astéroïde, qui commençait déjà à trébucher à la 2e barre de l'échelle COLD, et s'est définitivement estompé à la 4e. Pendant qu'ici, beaucoup de points sont en faveur d'une réelle avancée scientifique en exobiologie. Ah, en revanche, quand on parle d'avancée en exobiologie, ça concerne surtout le développement microbien en milieu extraterrestre. Faut pas s'attendre à Darwin 4 en termes de scénario dans un futur proche. Vous voulez des immenses aliens de 200 mètres de haut ultra stylés? Bah non, à la place on aura ça, ces petits machins là, tout nuls là. Enfin, nul peut-être pour toi, mais ça resterait néanmoins hyper important pour la recherche scientifique, car ça deviendrait littéralement le pilier fondateur des premières études faites sur une réelle forme de vie n'étant pas d'origine terrestre. J'espère que cette courte vidéo a été intéressante, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si l'espace est un sujet qui vous passionne, et à la prochaine!